Épisode 19. Un tramway nommé Désir. La mort, déclara Julia avec émotion, le regard rivé droit devant elle. J'étais assise ici, et elle se tenait à côté de moi, aussi près que vous. Nous n'osions même pas admettre avoir déjà entendu parler d'elle. Flores para los muertos, flores, flores, me lamentai-je avec mon plus bel accent espagnol. La mort. L'opposé, c'est le désir. Et vous vous demandez pourquoi ? Comment pouvez-vous vous demander pourquoi ? Interrogea Julia. Axil ne la quittait pas des yeux. Elle alla s'asseoir sur une chaise préalablement installée sur scène. Non loin de Belle-Rêve, reprit-elle avec un air rêveur, avant que nous ayons perdu Belle-Rêve, il y avait un camp d'entraînement de jeunes soldats. Le samedi soir, ils se rendaient en ville pour s'enivrer. Corones, murmurai-je. Et sur le chemin du retour, ils titubaient dans notre prairie en m'appelant « Blanche, Blanche !» La vieille femme sourde ne se doutait de rien. Parfois, je me glissais dehors pour répondre à leur appel. Puis plus tard dans la nuit, un fourgon les ramassait telles des marguerites, le long chemin du retour. Julia se leva pour se placer devant la table. Axil la suivit et l'attrapa par la taille pour la tourner vers lui et l'étreindre. Je m'arrangeais pour glapir au moment où la main d'Axil toucha la hanche de Julia. Cette dernière se dégagea vivement de ses bras. « Que voulez-vous » ?« Ce que j'ai attendu tout l'été, » répondit-il en tentant de l'embrasser. Julia se déroba. « Alors épousez-moi, Mitch !» Axil secoua la tête. « Je pense que je n'ai plus envie de vous épouser. »« Non ? Vous n'êtes pas assez pur pour que je vous emmène chez ma mère. » Elle le décapita du regard. « Partez. Alors, partez. Sortez d'ici. Vite, avant que je crie au feu. Sortez avant que je ne crie au feu !» hurla-t-elle. « Coupez, coupez, coupez !» nous interrompit notre professeur, Monsieur Toffaloni. « Que c'est mauvais, mais que c'est mauvais !» se lamenta-t-il. Je soupirai en rabaissant ma feuille. Bon, je ne me sentais pas trop concernée par la remarque, avec mon rôle de vieille mexicaine vendeuse de fleurs et mes 3 répliques. De toute façon, je n'attendais rien de ce cours. J'avais bien compris que Toffaloni ne pouvait pas me blairer dans la mesure où il me refilait continuellement les sous-rôles sans intérêt. J'en prenais mon parti. En 3 séances, je l'avais vu faire pleurer et abandonner 3 apprentis acteurs, et je n'avais absolument pas envie d'être sa nouvelle tête de turc. « C'était effroyable. Alors, pourquoi était-ce effroyable ?» demanda-t-il à nos camarades spectateurs. Une des pimbèches de service, toujours prompte à enfoncer les autres pour se valoriser, leva la main. « Oui, Pénélope ? » Eh bien, je pense qu'il y a un manque de compréhension du personnage de Blanche et de sa relation avec Mitch. Dans la mesure où le personnage de Blanche était celui de Julia, cette dernière se sentit tout de suite agressée et foudroya du regard la fameuse Pénélope. « Absolument !» approuva Toffaloni. « Il y a un vrai problème d'intelligence dans la relation Mitch-Blanche. Julia, as-tu compris qui était Blanche, au moins ?» Julia prit une profonde inspiration, visiblement agacée par la formulation de la question. « Eh bien, il s'agit d'une femme psychologiquement instable. Elle a beaucoup souffert, elle est très seule et cherche du soutien. » Toffaloni la fixa 1 minute. 60 longues secondes de silence absolu. « Ah, parce que tu as terminé ton analyse ?» s'étonna-t-il sur un ton condescendant. Julia me jeta un regard apeuré auquel je répondis par un sourire rassurant. « Ne te laisse pas impressionner. »« Non, non » essaya-t-elle de se rattraper. « C'est aussi une femme qui aspire à se libérer et... »« Non mais arrêtons-nous là, ne sombrons pas plus bas !» l'interrompit le professeur exaspéré. « Bon, et toi, Axil, quelle est ta vision du personnage de Mitch ?» Axil se concentra sur la feuille de texte qu'il tenait à la main. « Pour moi, c'est un homme lâche et faible qui cherche une femme pour éviter d'être seul. Il veut juste remplacer sa mère mourante. Il n'est pas sincère dans ses sentiments. »« Que voilà un jugement bien abrupt !» Bon, en même temps, il refuse de l'épouser car il la considère impure alors que lui-même est loin d'être un saint, s'agaça Axil. « Vous n'avez rien compris, » se désespéra Toffaloni. « Mes pauvres enfants, vous n'avez strictement rien compris. Vous êtes en 1948, on sort de la guerre dans le milieu ouvrier de la Nouvelle-Orléans. C'est sale, triste, désolant. Mitch est un ancien soldat qui a vu l'atrocité de la guerre. Tu avais réalisé ça ? Bien sûr que non, tu ne l'avais pas réalisé, dit-il sans même laisser le temps à Axil de prononcer un mot. Les mains de ce dernier tremblaient autour de sa feuille de texte sous l'effet de la colère contenue. « Avez-vous seulement travaillé en amont ?
Avez-vous capté tous les enjeux de ce chef-d'œuvre de Tennessee Williams? Toi là, ton prénom déjà. Il me désigna du doigt. Daphné. Daphné, tu as compris l'intérêt de ton personnage? Je soupirai en faisant un pas vers le bord de la scène. Il s'agit d'un personnage fonction. Mais encore! Je plantai mon regard dans le sien. Pas de bol pour lui, mes cours rythmaient ma vie, et je préparais toujours mon texte avec application. Mon personnage est ici pour transmettre au public les sentiments qui déchirent Blanche à ce moment-là. Le souvenir du suicide de son premier mari, dont elle était très éprise, et cette quête du désir, antidote à la mort qu'elle a trop côtoyée. Mes répliques ponctuent la scène de façon effroyable, effrayante. Je suis la mort, conclus-je. Mon professeur ne sembla ni épaté ni ravi par mon analyse que je savais juste. Bon, ça fait 1 sur 3 qui a compris. Enfin, pas la peine de sauter au plafond non plus, hein. Ce n'était pas bien compliqué. J'échangeai un regard entendu avec Julia. Ce mec était l'archétype du prof frustré par l'échec de sa propre carrière qui se vengeait sur les jeunes pousses encore débordantes d'espoir. Blanche est une caricature de la femme libre, continua-t-il. À l'inverse, sa sœur, Stella, est la femme qui tient son rôle, la femme à sa place. Cette pièce dépeint une société ouvrière brutale et vraie. Blanche n'a pas sa place, elle en devient schizophrène. Tu comprends? Demanda-t-il à Julia, comme si elle avait été demeurée. Oui, je comprends, répondit-elle, un peu intimidée par le ton. Bon, on reprend directement la scène suivante, s'il vous plaît. Nous regagnâmes tous les 3 nos places. Julia prit 1 seconde pour se concentrer. Axil et moi nous tenions en retrait, ne faisant plus officiellement partie de la scène. Que diriez-vous d'aller nous baigner au clair de lune? Un bain de minuit dans l'ancienne carrière, débuta Julia. Si quelqu'un est suffisamment sobre pour conduire. La meilleure façon d'empêcher votre tête de bourdonner. Il faudra seulement faire attention à plonger là où... Non, non, non et non! S'emporta Tofaloni en bondissant de son siège pour monter sur scène. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me fais là? Eh bien, je fais la folie, bredouilla Julia, impressionnée par le prof qui se tenait devant elle, les yeux exorbités de rage. Mais Blanche n'est pas folle, enfin! Tu es une calamité, et tu veux devenir actrice? Il pouffa. Mais laisse-moi rire! Tu as la capacité d'analyse psychologique d'un bulot! Blanche est une traînée qui vieillit, ni plus ni moins. Une catin démodée. Ça, tu comprends? La colère montait en moi. J'avais toujours détesté qu'on s'en prenne aux plus faibles. Yoé et mon petit frère, Tina. Julia avait des rêves, comme nous tous ici. Des rêves fragiles, car difficiles à réaliser. Et se voir asséner des insultes pareilles ne serait pas sans conséquence. Julia fondit en larmes. Tofaloni venait de faire sa 4e victime. Et voilà qu'elle pleure. Si tu n'es pas capable d'entendre les critiques, sors, tu n'as rien à faire là. Il lui montra la porte, mais Julia resta sur place, essuyant courageusement ses joues. Je la soutins du regard. Allez, ma grande, montre-lui que le faible, c'est lui. Bien, dit-il en constatant qu'elle se reprenait. Alors, qu'est-ce que tu as compris de ce personnage? Julia garda le silence, incapable de parler. Elle pleurait toujours un peu, mais tenait debout. Alors, aboya le prof, impatient. La psychologie! La représentation des mœurs de cette époque! Allez! Julia renifla en regardant ses pieds. Tu as travaillé le texte au moins? S'acharna-t-il. Bon, prends tes affaires et sors. Je n'ai absolument pas de temps à perdre avec des amateurs. Elle était de service toute la semaine. Ne pus-je m'empêcher d'intervenir. Elle n'a pas pu étudier. Le prof mit 2 secondes pour pivoter d'un quart dans ma direction, un sourire machiavélique aux lèvres. Et merde, moi et ma grande bouche. Ah oui, admettons. Toi, Daphné, je crois savoir que tu ne tournes qu'une partie de l'année. Tu as donc eu tout le loisir de préparer ton texte, n'est-ce pas? Je levai un sourcil. Pour un mec qui, 5 minutes plus tôt, feignait ne pas connaître mon prénom, il avait l'air drôlement bien renseigné sur mon emploi du temps. Non, attendez, je vais répondre, balbutia Julia. Le prof leva la main, puis dans un geste théâtral digne d'un chef d'orchestre, referma le poing pour lui faire comprendre qu'elle devait se taire. Il ne me quittait pas des yeux. Je pris une profonde inspiration. Je n'avais plus le choix. Oui, j'ai eu le temps. Ah, parfait! Alors, puisque Daphné a eu le temps de préparer tout ça, Daphné va pouvoir éclairer son amie Julia. Bah, ça dépend. Comment ça dépend? Se scandalisa-t-il. Vous voulez que je lui explique quoi? Ce que vous attendez et ce que vous pensez de la pièce? Ou ce que moi j'en pense? Il laissa filer un ricanement nerveux.
Oh mon Dieu, Daphné a un avis sur une pièce mythique du répertoire américain. Daphné a une opinion. Nous sommes tout ouïs. Je soufflais discrètement. Ce jeu d'acteur. Pas difficile de comprendre pourquoi sa carrière n'avait jamais décollé. Eh bien, si je devais ranger cette œuvre dans une case, ce serait la catégorie mythique, mais merdique. Le visage de Tofaloni tourna rouge au homard. Pardon ? Oui, ça pue le sexisme. Les hommes sont renvoyés à des machos virils qui cognent dès qu'ils ont 3 verres dans le nez, et les femmes doivent se prendre les coups sans broncher en restant sous leur autorité tels des gosses. Le personnage de Stella est nul, c'est mal écrit et en plus, c'est raciste. Totalement, approuva Axil, qui m'avait confié ne pas trop avoir apprécié la présence du fameux mot en haine pour présenter les 2 seuls personnages noirs de la pièce, qui n'étaient même pas gratifiés de prénom. Le viol de Blanche par Stanley n'apporte rien à l'intrigue, renchéris-je. C'est une sorte de viol punitif dégueulasse. Non, j'aime pas. Le professeur leva les yeux au ciel. C'est une époque! C'est l'après-guerre! C'est la violence de ce monde que dénonce justement Tennessee Williams! Ouais. Moi, je ressens plutôt ça comme une injonction faite aux femmes. Comporte-toi comme Stella, sois soumise et reste à ta place. Si tu cherches à te libérer comme Blanche, tu finiras violée et à l'asile. Et tu l'auras mérité. Le professeur me regarda avec dégoût. Tu n'as strictement rien compris. Je haussai les épaules. C'est ce que je comprends. Ma grand-mère m'a toujours mise en garde sur les auteurs américains. Elle affirmait que la plupart d'entre eux n'étaient devenus des légendes que grâce au puritanisme qu'ils bravaient à l'époque et que c'était là leur seul talent, avoir choqué la société américaine à l'instant T. Je trouve ce point de vue intéressant. Eh bien, votre grand-mère mériterait une bonne remise en place, si ce n'est plus. Ah, mais on peut l'appeler tout de suite si vous voulez, dis-je en sortant mon portable de la poche de mon jean. Je vous préviens, vous n'allez pas être bien reçu, hein. Ma grand-mère, c'est du sport. Mes camarades apprentis acteurs rirent discrètement. Tofaloni me tailla en pièces du regard. Ça t'amuse, hein? Quoi donc? Demandai-je en toute décontraction. De faire ton intéressante, d'être le centre de l'attention en exposant tes pitoyables petites théories fumeuses. Tout en posant ces questions rhétoriques, il avançait jusqu'à moi. Son visage suintait de haine. Tu as obtenu un rôle dans une production américaine ultra-commerciale sur un gros coup de bol et tu oses venir donner des leçons à ceux qui connaissent le métier depuis 30 ans? Je le fixai froidement. Je n'ai jamais cherché à donner de leçons à quiconque. Vous m'avez posé une question et je vous ai répondu. C'est tout. Il s'arrêta et m'observa un instant. Un sourire mauvais apparut sur ses lèvres. Des petites truies bouffies d'ambition dans ton genre. Si tu savais ce que j'ai pu en croiser. Si tu savais ce que j'ai pu en voir se casser la gueule parce qu'elles pensaient qu'elles avaient du talent. Si je suis ici, c'est pour une seule raison, rétorquai-je. Te faire mousser, passer de la pommade, écraser les autres pour t'offrir un ersatz de légitimité. Magnifique programme, en effet. Je suis ici pour progresser, pour affiner ma technique et apprendre à être une bonne actrice. Une bonne actrice? Il bascula la tête en arrière pour partir dans un éclat de rire tonitruant. Il s'attendait probablement à avoir le soutien de son public, mais personne ne le suivit. Mes camarades avaient beau ne m'apprécier qu'à moitié, ils semblaient encore moins fans de ce sale type. « Connais-tu l'adage » me demanda-t-il, sa crise de faux fou rire passée. Julia et moi échangeâmes des regards inquiets. Ça sentait mauvais pour moi, là. « Non, » répondis-je, sur mes gardes. Il sourit en se tournant vers son auditoire. « Bien sûr qu'elle ne connaît pas. Il faut les 3 A pour être un bon acteur, » expliqua-t-il en levant 3 doigts en l'air. En anglais, acting, attitude et administration. L'acting, c'est l'interprétation, la technique, le processus créatif. L'attitude, c'est l'état d'esprit, le charisme, l'allure. Quelque chose d'assez difficile à travailler, mais que tous les grands acteurs possèdent. Et enfin, l'administration, la capacité à raisonner, à faire des choix sensés dans sa carrière, mais également pour son personnage, dans sa démarche artistique, dans vos relations avec les autres et votre rapport à l'autorité. Il revint vers moi. Tu ne possèdes et tu ne posséderas jamais aucun des 3, m'asséna-t-il. Tu fais la potiche dans un film américain que j'ai bien heureusement évité, une bouse abominable que l'univers entier aura oublié d'ici 5 ans. Et quelque part, ce sera tant mieux pour toi. Je ravalai ma salive, attendant la suite. T'a-t-on choisi pour ton talent? Non, pour ton charisme. Tu es une gamine de 20 ans. Quant à l'administratif, laisse-moi rire, tu n'es même pas capable de respecter tes professeurs ou les grands auteurs. Il s'approcha tout près. « Pourquoi crois-tu que je ne t'ai pas confié le rôle de Blanche ou de Stella ?»« Parce que vous ne m'aimez pas, » répondis-je franchement. « Parce que je ne t'aime pas? Mais ma chère, quelle importance te donnes-tu là?
Tu m'es totalement indifférente, que dis-je, insignifiante. Non, si je ne t'ai pas attribué de véritable rôle depuis ton arrivée, c'est pour la même raison qu'on ne confie pas un marteau à un enfant de 3 ans pour faire du bricolage. Pour la raison qui fait qu'on ne demande pas à quelqu'un de compter jusqu'à 1000 quand il ne sait compter que jusqu'à 10. Je te donne des rôles à ton niveau, ton tout petit niveau, pour que tu progresses tout doucement, que tu comprennes comment on creuse la psychologie d'un personnage et comment exprimer des sentiments. J'ouvris la bouche pour riposter, mais fus prise d'un malaise. J'avais en tête mes échecs. D'abord avec Chris, quand j'avais fui comme une lâche, puis cette fameuse scène durant laquelle Noam m'avait enfoncé plus bactère et où j'avais appelé Tina à la rescousse. Je n'avais pas su jouer correctement. J'avais été nulle. Monsieur Tofaloni avait raison. Je levai les yeux vers les siens, déstabilisé. Il affichait un sourire satisfait, se délectant des doutes qu'il avait su instiller en moi. Je voulais te ménager devant tes camarades, mais puisque tu as envie de te ridiculiser publiquement, pas de problème. La semaine prochaine, tu seras blanche dans la suite de la pièce. Tu ne pourras plus dire que je ne t'offre pas de vrai rôle parce que je ne t'aime pas, hein? Je me crispais. La dispute et le viol seraient pour moi. Tofaloni s'éloigna, tout content de lui. Parfait, à la semaine prochaine, même heure. Ghislain, tu seras Stanley. J'échangeai un regard avec Ghislain. Donc, ce petit gringalet de 1m65 allait devoir me maîtriser, moi et mes 1m79. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il trouvait l'idée aussi saugrenue que moi. Je rassemblai mes affaires et sortis du théâtre en compagnie de Julia. Nous ne parlions pas. Moi, toujours un peu sonnée parce que le prof m'avait mis dans la tronche, et elle sans doute un peu gênée de ne pas avoir été capable de m'épargner cette humiliation. « Je suis désolée, Daphné », s'excusait-elle penaude, alors que nous arrivions sur le trottoir. « Boah, t'inquiète », la rassurai-je. « J'en ai connu d'autres. » Même si là, j'avais quand même pris une bonne claque dans la gueule. « Faut pas l'écouter, tu sais, c'est juste un frustré. Moi, je t'ai vu dans ton film et je t'ai trouvé génial. » Je souris en coin. « C'est gentil, Julia, mais je suis pas ici par hasard. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail à fournir. Et puis, voyons le beau côté de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai enfin obtenu un rôle intéressant. » « Mais tu risques de te faire défoncer la semaine prochaine. » Je haussai les épaules. Je préfère me faire défoncer par lui que par le réalisateur Daichi. « Ouais, mais quand même, c'est dur. Je vais bien bosser pour qu'il n'ait rien à me reprocher. » Elle rit. « T'as vraiment la gagne, toi, hein. Allez, je te laisse, j'ai rendez-vous avec Anto. On se voit lundi pour l'impro ? » ?»« Ok, à lundi, » répondis-je avant de prendre la direction du métro. Julia prit sur la droite pour atteindre l'autre station. Je marchais lentement, le nez en l'air, observant la nuit et les étoiles. J'adorais Paris la nuit, et pour cause, elle me rappelait une soirée où tout aurait dû commencer. Nous n'avions pas rendez-vous ce soir, et pour cause, il était en voyage à Hangzhou avec Dan et la troupe. Je pris mon portable. Premier réflexe, vérifier les photos de Ting, qui ressemblaient énormément à celles qu'avait postées Wen un peu plus tôt dans la journée. Je soupirais, lasse, et sans réfléchir, envoyai mon message. 2 Daphné. Tu me manques. Il était 3 heures du matin chez lui, je n'attendais donc aucune réponse. Pourtant, j'avais à peine fait 3 pas que mon téléphone se manifesta. 2 Owen. Tout va bien ? 2 Daphné. Journée compliquée. 2 Daphné. Tu ne dors pas ? 2 Owen. Insomnie. 2 Owen. Si tu en es au point de m'envoyer des tu me manques, c'est qu'on doit quand même être sur de la journée un peu plus que compliquée. 2 Daphné. 2 Daphné. Quand ça ne va pas, je pense toujours à toi. Ça me fait du bien. 2 Daphné. Enfin, ça me rend triste aussi, forcément, mais ça me fait plus de bien que ça me rend triste. 2 Owen. Oh, Daphné. 2 Owen. Tu me manques aussi, tu sais. Je me plaquai la main sur le cœur, les yeux fermés et le sourire aux lèvres. C'était trop bon. 2 Daphné. C'est vrai ? 2 Owen. Oui. 2 Owen. Même si on ne devrait probablement pas se dire ce genre de choses. 2 Daphné. On peut ne pas se les dire, oui, si tu veux, mais ça ne nous empêchera pas de les penser. 2 Owen. Dans l'idéal, il ne faudrait pas les penser non plus. 2 Daphné. Ouais.
2 Daphné. Pour toi, c'est peut-être envisageable, hein, mais pour moi, impossible. 2 Owen. J'ai fait 9000 kilomètres pour te fuir, et je passe pourtant toutes mes nuits à discuter avec toi. 2 Owen. Ça te donne une petite idée de là où j'en suis. Le pour te fuir me fit mal, bien sûr. Pourquoi avoir fait un truc aussi stupide? Plus le temps passait, et plus je prenais conscience que cette réaction ne lui ressemblait pas. Surtout pour finalement revenir au point de départ. 2 Daphné. Dis Owen. 2 Daphné. Comment on va faire avec Yue? 2 Owen. Eh bien, nous ferons exactement comme avant. 2 Owen. Parce que les choses seront exactement comme avant. 2 Daphné. Oula. 2 Daphné. Permets-moi de douter, là. 2 Owen. Elles doivent l'être, ou du moins le redevenir. 2 Owen. Nous avons 3 mois pour nous y préparer. 2 Daphné. Tu ne crois pas qu'elle risque de voir que quelque chose a changé entre nous? 2 Owen. Il faudra être prudent, c'est certain. Mais c'est très important. 2 Owen. Yue ne doit jamais savoir. 2 Daphné. Tu sais, avant que je quitte la Bretagne, elle m'a confié avoir peur de me perdre. 2 Owen. Ce n'est pas récent. 2 Owen. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous ne pourrons jamais lui avouer que nous avons eu un moment d'égarement. Je fis la grimace. Un moment d'égarement. Nous étions tombés amoureux, point. Pourquoi toujours utiliser des expressions alambiquées, là? 2 Daphné. Tu sais, je me disais que, peut-être qu'en lui expliquant bien les choses, en prenant le temps, elle pourrait finir par accepter l'idée que toi et moi... 2 Daphné. Elle réaliserait peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle comme pour nous, et se réjouir de nous savoir heureux. 2 Owen. Je ne sais pas s'il s'agit de ce qu'il y a de mieux pour elle. 2 Daphné. Si on est ensemble, toi et moi, et que ça dure, elle m'aura toujours près d'elle. 2 Daphné. Elle ne me perdra jamais. 2 Owen. Malheureusement, ça fait un peu trop de peut-être et de si. J'adoptais une petite moue tristounette. 2 Daphné. Pense que toi et moi, ça ne durerait pas, c'est ça? 2 Owen. Et je pense que la réponse à cette question n'a aucune importance puisqu'il ne doit pas y avoir de toi et moi. Je levai les yeux au ciel. Et il y avait déjà un lui et moi. 2 Owen. De toute façon, même si ça fonctionnait, jamais Yue ne raisonnera ainsi. 2 Daphné. Et pourquoi pas? 2 Owen. Parce que c'est moi, mais surtout parce que c'est toi. 2 Owen. Crois-moi, Daphné, pour Yue, la situation serait intolérable, et nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver. 2 Owen. Yue est fragile, tu le sais comme moi. Elle ne supporterait pas de te perdre. Je baissai le nez, dépité. 2 Daphné. Alors, nous, c'est sans espoir? 2 Owen. Tu sais, si je suis partie aussi loin, c'est également pour nous aider à passer à autre chose. 2 Owen. Qu'on s'oublie, qu'on rencontre d'autres personnes. 2 Daphné. Oui. 2 Daphné. Du coup, on passe notre temps à discuter ensemble toutes les nuits. 2 Daphné. Et pour compenser la distance, on squatte nos pensées respectives à longueur de journée. 2 Daphné. C'est très réussi. 2 Owen. 2 Owen. Ça va finir par passer. Il faut juste être patient. Je plissai le front, désespéré. Était-ce vraiment ce qu'il souhaitait? 2 Daphné. Tu y crois vraiment? Je levai le nez. La station de métro n'était plus qu'à quelques mètres. 2 Owen. Non. 2 Owen. Et ça me terrifie. Je pinçai les lèvres. 2 Daphné. On saura faire semblant pour Yue. 2 Daphné. Je pense que je peux tenir encore quelques mois. 2 Daphné.
Mais laisse-moi de l'espoir, Owen. Laisse-moi rêver. D'accord ? Il mit un long moment à me répondre. 2, Owen. Nous sommes 2 à rêver. Je levai les yeux vers le ciel, au bord des larmes. À ce moment-là, j'avais envie de hurler, de crier. « Mais putain, je t'aime ! Je t'aime et puis c'est tout, les autres, je les emmerde !» Je ne l'avais jamais ressenti aussi fort. Je n'avais jamais été aussi sûre de moi et de ce que j'éprouvais, et pourtant, je n'avais pas le droit. Je rêvais que le monde entier sache que j'étais amoureuse du meilleur type de la planète et que ce crétin m'aimait aussi, même s'il cherchait par tous les moyens à nous empêcher d'être ensemble. J'étais frustrée et je commençais à avoir mal. Physiquement. 2, Owen. Je serai de retour à Shanghai demain soir. 2, Owen. Tu seras là ? Je ravalais ma salive avec difficulté. Pourquoi étais-je si éprise ? Pourquoi devions-nous être si loin ? Je n'en pouvais plus, et en même temps, c'était l'impasse. Avec Noam, tout aurait été tellement plus simple. 2, Daphné. Oui, je serai là. Je reniflais en tapant mon message. 2, Daphné. Prêt pour Tennessee Williams ? 2, Owen. Oula, ok. 2, Owen. J'espère mieux m'en tirer que Guitry. 2, Daphné. Arrête, tu t'en es très bien sorti. 2, Owen. Je crois que c'est pire que si tu me disais franchement, ouais, c'est vrai que t'étais nul. 2, Daphné. Boah, après les remarques que je me suis prises aujourd'hui, je me sens pas bien placée pour critiquer. 2, Owen. Ton prof est un odieux misogyne doublé d'un jaloux et d'un frustré. Tu le sais parfaitement. 2, Owen. Ne l'écoute pas. 2, Owen. Tu es génial. Chaque fois que je joue avec toi, tu m'épates un peu plus. 2, Owen. Bon, certes, je ne suis pas acteur et j'ai 0 talent, du coup, mon avis ne vaut pas grand-chose. 2, Owen. Mais tout de même, je trouve que tu as fait des progrès incroyables. Je ris doucement en observant son plaidoyer. 2, Daphné. T'es un doudou, toi, hein ? 2, Owen. Un doudou ? 2, Daphné. Oui, un doudou. 2, Owen. Ok. 2, Owen. J'ai déjà eu le droit à Wenounet, Tsin, Baobei, Choupinours, mon amour. 2, Owen. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est William qui m'appelle mon amour. 2, Daphné. 2, Owen. J'ai également eu droit à quelques surnoms au relent racistes que j'éviterai d'énumérer ici. 2, Daphné. Arf, pas cool. 2, Owen. Mais un doudou ? Non, je n'avais jamais eu. 2, Daphné. Ça te va bien pourtant. 2, Daphné. Soutien et réconfort quand ça ne va pas. 2, Daphné. On a envie de te faire des câlins et des bisous. 2, Daphné. Quand tu es là, on se sent tout de suite bien et complet. 2, Owen. Je vais rougir là. 2, Daphné. On doit s'endormir plus facilement avec toi. Je descendis les escaliers du métro et fis passer mon titre de transport pour franchir les portiques. 2, Owen. C'est bon, hein, tu peux arrêter. Je suis un doudou, c'est vendu. 2, Daphné. 2, Owen. Allez, je vais te laisser, je me lève dans 3 heures. On se voit demain ? 2, Daphné. Ça marche. Dors bien. 2, Owen. Toi aussi, dors bien. 2, Owen. Et oublie ce connard. Je me mordis la lèvre en recroquevillant mes pouces au-dessus de mon clavier pour m'empêcher de lui envoyer un très sincère mais totalement malvenu « je t'aime ». Il devenait de plus en plus compliqué pour moi de ne pas lui avouer. Et en même temps, serait-ce si grave ? Je n'aurais pas le droit de le toucher la prochaine fois que nous nous reverrions. Et puis, pour le tête-à-tête, il faudrait attendre novembre. Alors, à part me soulager, quelles conséquences auraient ces 3 mots utilisés par tous les couples de la planète ? Sauf que sa réponse ne me soulagerait pas. Merci. Urk. Daphné, on ne doit pas. Aïe. C'est une effroyable erreur. Bing. Moi aussi, je t'aime.
Dans mes rêves. Au mieux, il ignorerait mon message. Du coup, inutile de me déclarer. Je fermai les yeux et inspirai profondément plusieurs fois de suite pour me calmer. Allez, j'avais l'honneur de vivre une de ces histoires pures et chastes, celle des bouquins à l'ancienne. Au moins, je saurais interpréter ces amours platoniques de la belle époque. Un baiser sur la main, un compliment sur le physique et paf, marié jusqu'à la mort. Je me laissai tomber assise sur un siège pour attendre le prochain métro. Il n'y avait pas grand monde à cette heure tardive. Seuls des bruits de talons résonnaient au loin dans la station. Je me mordis la lèvre en regardant mon portable. Je t'aime. 3 petits mots ridicules qui m'avaient si souvent brûlé les lèvres ou le bout des doigts ces derniers temps. 3 petits mots qu'il avait certainement entendus et prononcés 100 fois. Mais que je rêvais qu'il prononce pour moi. Les bruits de pas cessèrent juste à côté de moi. Mes yeux furent attirés par la paire de bottines en vinyle noir au talon de 15 centimètres. « Excusez-moi » m'interpella une voix grave. Je levai le nez vers la fille. Elle était grande, pas autant que moi si j'avais été debout, mais pas très loin. La quarantaine bien entamée, elle était longiligne, pour ne pas dire un peu maigre. Son teint pâle contrastait avec son fard à paupières noires et son rouge à lèvres cramoisi, et ses cheveux étaient exactement de la même couleur que les miens lorsque j'étais à Délice. Sauf qu'elles, ils étaient courts, rasés sur les côtés et rabattus en arrière. Une coiffure... punk ? Oui, fis-je, un peu méfiante. Vous n'auriez pas du feu ? Demanda-t-elle avec un sourire en coin. Cette nana devait être mannequin. Ce charisme, ce style, incroyable. C'était quoi le mot en anglais déjà ? Ah oui, attitude. Je quittai son oreille droite couverte d'anneaux et aperçus une cigarette éteinte qu'elle faisait habilement jouer entre ses doigts. Je secouai la tête en reprenant mon portable. Non, désolé, je ne fume pas. Ah, je vois. Remarque, quand on est actrice, il est préférable de préserver sa voix, hein. Je relevai immédiatement les yeux vers elle. Son sourire se fit plus franc. J'ouvris la bouche pour lui demander qui elle était, mais elle anticipa ma question. Alice Vell. Je suis agent et je cherche des talents à représenter. Ravi de vous rencontrer. Daphné Dulcet. Elle me tendit la main. Je regardai cette dernière avec dédain avant de retourner à mon téléphone. Je ne cherche pas d'agent, répondis-je froidement. J'en avais ras-le-bol de tous ces rapaces qui me considéraient comme une vulgaire liasse de billets et qui finissaient par me traiter de tous les noms quand je refusais leurs avances. Non, vous ne cherchez pas d'agent, non ? Vous cherchez votre agent. Écoutez, je suis fatiguée, j'ai passé une journée difficile et tout ce dont j'ai envie là, tout de suite, c'est de rentrer chez moi au chaud. Alors s'il vous plaît, lâchez-moi. Votre train est dans quoi ? 3, 4 minutes ? Supposa-t-elle. C'est juste le temps dont j'ai besoin pour vous convaincre que je suis la personne qu'il vous faut. Je soufflai bruyamment. J'en ai ras-le-bol. Je me bats avec vos confrères pour qu'ils arrêtent de me faire chier. J'ai même menacé de me rendre chez les flics. Et vous venez encore le soir me harceler quand je sors de mes cours. Quelques minutes, Daphné, insista-t-elle, son regard brun profond plongé dans le mien. Et si c'est non, je m'en vais définitivement. Moi, je sais que quand une femme dit non, c'est non. Je baissai les épaules. Elle ne me lâcherait pas. Allez-y, capitulai-je. Ok, je sais ce que vous cherchez, enchaîna-t-elle rapidement. Je sais que vous avez de l'ambition et que vous êtes prête à travailler pour atteindre vos objectifs. Je sais également que vous avez rencontré un certain nombre de confrères auxquels vous n'avez pas envie de dire oui. Je n'ai pas encore choisi, en effet, mais Thierry Caron, que vous ne rappellerez pas parce qu'il est suffisant et qu'il déteste les femmes, Odile Lemasson, qui ne voit en vous qu'un sac de billets verts, et Pierre, qui s'est éliminé d'office en levant la main sur vous. Je la considérais d'un œil méfiant. Elle était sacrément bien renseignée. Là-dessus, j'ajouterais 2 ou 3 nazes d'agences minables qui tapent dans la télé-réalité et le vidéaste à 50K abonnés. Des incompétents qui ne vous mèneront nulle part et qui souhaitent juste remplir leur tiroir-caisse avec leur commission sur votre cachet. Parce que vous, ce n'est pas ce que vous êtes venu chercher, peut-être, ironisai-je. Ah si, absolument. Elle fit un mouvement gracieux avec son long manteau noir en s'asseyant à côté de moi. Mais pas que, reprit-elle avec assurance. Moi, je veux 10% de votre cachet d'Aichi, mais je veux surtout 10% de tous les autres. Je ne pus retenir un sourire. Au moins, la formule était franche. Je suis désolée pour vous, mais j'ai déjà fait mon choix. Entre tous ces connards ? Vraiment ? demanda-t-elle, incrédule. Disons que je me suis résignée à ravaler ma fierté et à aller dans une agence qui saura me porter à l'international. Je regardai tristement mes pieds. Mon attitude sembla l'amuser. Laissez tomber, c'est moi qu'il vous faut. J'avais malheureusement trop entendu ce discours.
Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes la personne qui me convient? J'ai beaucoup d'expérience, m'expliqua-t-elle. J'évolue dans ce métier depuis 20 ans. J'ai travaillé pour les plus prestigieuses agences de la capitale. J'ai mes entrées dans tout Paris. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Vous vous occupez de beaucoup de talents? Elle planta son regard dans le mien. Je pense qu'on vous a assez servi les mensonges et les faux compliments. Alors je vais jouer carte sur table. Non, je n'ai pas d'autres talents actuellement. Je viens de me lancer. Je n'ai encore personne. Vous seriez la première. C'est quoi le nom de l'agence? M'enquis-je, inquiète. Wonderland. Wonderland? Répétai-je. Oui, avec mon prénom, je trouvais que c'était marrant. Ah, mais oui, réalisai-je. J'avoue, c'est amusant. N'est-ce pas? Vous seriez seul au départ. Cela me laisserait donc le temps de bien m'occuper de vous. Je suis assez proche des univers du luxe et de la mode, voyez-vous. Un contrat avec une grande marque de prêt-à-porter, c'est tout à fait dans mes cordes, dit-elle avec un clin d'œil. Elle cherchait à m'appâter. Je la détaillai rapidement. Toute de noir vêtue, du manteau aux bottines, sac Chanel, bijoux simples mais précieux. Entre son style impeccable et ses entrées dans le milieu de la mode. Ancien mannequin? Ma supposition la fit rire tandis qu'elle sortait un briquet de son sac. J'aurais bien aimé, mais il paraît que je suis un peu trop... Elle joua du briquet pour allumer sa cigarette, puis en tira une bouffée qu'elle expira dans la foulée. Indiscipline, termina-t-elle enfin. Alice savait se mettre en scène. La mode ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est tourner. Ce que je cherche, c'est un agent capable de négocier mon contrat pour l'assouplir. Vous vous voyez vous battre avec la Warner pour moi? Demandai-je sans me faire beaucoup d'illusions. Elle me fixa un instant, sans doute pour juger ma détermination. Vous voulez pouvoir librement participer à d'autres productions entre deux tournages d'Aichi. Je vois. Elle resta un moment à réfléchir. Elle n'avait pas semblé étonnée ou choquée, mais je l'avais tout de même collée. Et, au fond, j'étais déçue. Cette femme avait quelque chose de différent, un charisme que je n'avais jamais croisé en dehors des plateaux. Et oui, une seconde, j'avais cru à la rencontre providentielle. Ce ne sera pas évident, souffla-t-elle entre deux bouffées de nicotine. Ils exigeront un droit de regard sur les rôles avec une clause de moralité. Vous ne pourrez pas accepter de premier rôle non plus. Vous devrez toujours privilégier la promotion d'Aichi et aucun producteur n'aura envie de se passer de son actrice principale pour vendre son film. Vous n'allez pas crouler sous les propositions. Niveau argent, vous en êtes où? C'est-à-dire? Vous aimez le fric? Je veux dire, ça vous motive? Sa question était simple, sans arrière-pensée, et je pouvais répondre oui, je sentais que ça ne la choquerait pas. Je pris une seconde pour m'analyser. Je viens d'un milieu modeste et à part quelques voyages, je n'ai pas flambé. Est-ce que j'aime ça? Je ne sais pas trop. J'aime le sentiment de sécurité, oui. Ne pas craindre de manquer, ne pas redouter l'imprévu, j'apprécie. Mais je considère plutôt l'argent comme un moyen et pas un but. Le moyen d'être heureux et de faire plaisir à mes proches. Elle hocha la tête, faisant bouger la longue chaîne en argent qui pendait à son oreille gauche. D'accord. Du coup, s'il fallait faire un petit effort financier pour vous libérer, vous n'auriez pas peur de le faire. Je la regardais en biais. Elle était la première à proposer une vraie stratégie de négociation avec le studio. Vous pensez que ça fonctionnerait? Elle haussa les épaules. Les studios ne cherchent qu'à gagner de l'argent. Si on arrive avec un gros chiffre et qu'on revoit petit à petit nos prétentions à la baisse pour assouplir le contrat, ça peut les séduire. Je souris, soulagée d'entrevoir enfin une solution. Attention, hein, je n'ai pas dit que ça allait marcher, m'avertit-elle. Mais si vous vous montrez raisonnable sur vos prochains cachets, ils feront certainement un petit effort. Je suis prête à le faire, annonçai-je décidée. Elle afficha un rictus machiavélique. Par contre, pour compenser la perte conséquente sur ma commission, vous acceptez un contrat publicitaire. Je fis la grimace. Je suis pas sûre, là. Hermès cherche une égérie pour son nouveau parfum. Jeune, belle, grande et inspirante. C'est forcément vous. Et puis, Hermès, c'est pas trop dégueu comme marque. Vous leur avez promis de me ramener, c'est ça? Elle hocha la tête. Ma perspicacité semblait l'amuser. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. J'ai envie de dire qu'on est faites pour s'entendre, non? Je pris un instant pour réfléchir. Vous avez l'air de bien connaître votre métier et d'avoir beaucoup d'expérience. Pourtant, vous ne lancez votre propre agence que maintenant. Pourquoi? À ma grande surprise, elle accueillit ma question courageusement. Concentrée, elle prit une profonde inspiration pour rassembler ses forces. Plus de légèreté, plus de sourire. Le moment était grave. Il y a encore un mois,
Je travaillais pour la plus prestigieuse agence de Paris, m'expliqua-t-elle. Et je réalisais soudain. Epsilon ? Vous travaillez pour Epsilon ? Elle approuva d'un discret coup de menton. 20 ans. Toute ma vie, j'ai travaillé pour eux. J'en ai accompagné des Elsa, des Mélanie, des Claire, des Benoît et des Pierre. J'étais là pour les ramasser dans leur vomi, les faire sortir de soirées cocaïne où débarquaient les flics. J'en ai aidé à avorter, à cacher leurs infidélités. J'en ai sauvé des miches. Étonnamment, on se plaignait de ma grande gueule, mais c'était toujours moi qu'on appelait quand ça chiait. Pourtant... Elle s'arrêta là, les yeux rivés à la cigarette entre ses doigts qui se consumaient lentement. Pourtant, insistai-je. Ils n'ont pas hésité à me virer. Comme ça, du jour au lendemain, juste parce que je refusais de me plier aux caprices d'une petite pain-bêche persuadée d'être exceptionnelle. Une petite connasse dont la seule qualité est d'être la fille de son père, cracha-t-elle amère. Les étoiles s'alignent parfois pour créer un chemin logique. Était-ce un de ces soirs-là ? Qui est cette pain-bêche ? Interrogeai-je, fébrile. Alice fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça peut faire ? Oh, crois-moi, ça compte. Ça compte énormément. Nous échangeâmes un regard complice. Elle avait compris. Gaël Renard, annonça-t-elle. Je ris, ravie. Je venais de trouver mon agent.